Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu et aux instruments astronomiques en ce mois de mars 2019. Alors tout d'abord, on va pouvoir nous replonger dans l'histoire de Voyager. On en a déjà un peu parlé le mois dernier, mais on va en reparler un petit peu. Dans la seconde partie de cette émission, on va vous informer des événements célestes principaux de ce mois, dont l'opposition d'un astéroïde et des transits multiples de Jupiter que nous allons détailler. Nous enchaînerons avec les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin, nous découvrirons l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors, nous laissons tout de suite la parole à Mathieu, qui va nous faire voyager avec cette mission Voyager. Et on va partir sur le deuxième épisode de cette grande aventure Voyager, avec Voyager 2. Voyager 1, on le rappelle, avait survolé uniquement Jupiter et Saturne. Voyager 2 va explorer et visiter en fait toutes les régions externes du système solaire, en passant par Jupiter et Saturne, mais également en visitant les planètes géantes de glace Uranus et Neptune, qui n'auront de visite d'engins spatials humains qu'une seule fois jusqu'à aujourd'hui. La sonde Voyager 2 pesait 700 kg environ, hein. Voyager 1 en pesait 800, donc voilà, c'est des sondes qui étaient relativement légères. Et Voyager 2 a été lancé le 20 août 1977, soit 2 semaines avant Voyager 1. Alors on pourrait se demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que Voyager 1, d'une part, a pris une trajectoire vers à destination de ses objectifs qui était moins directe que Voyager 1. Et d'une deuxième part, Voyager 2 avait une vitesse de croisière plus lente que Voyager 1. Ce qui va faire que, malgré son départ plus rapide, eh bien Voyager 2 va arriver 18 semaines après Voyager 1 du côté de Jupiter. Les prises de vue vont commencer à être effectuées 3 mois avant de croiser la planète, et celles-ci vont continuer jusqu'en août avec un total de 13 350 photos du système jovien prises. Le 9 juillet 1979, à 22h28, la sonde va passer à 650 000 km de la planète. La trajectoire retenue doit permettre de compléter les données recueillies par Voyager 1, avec en particulier des passages à faible distance d'Europe et de Ganymède, à 60 000 km de distance. Callisto sera abordé à 215 000 km, et la sonde confirmera également l'activité volcanique détectée sur Io par Voyager 1. L'observation de l'hémisphère sud de la planète géante sera effectuée, ainsi qu'une étude détaillée de la queue magnétique de Jupiter. Le vol de transit vers Saturne, quant à lui, dure 22 mois. Voyager 2 va passer à 100 000 km de la planète le 26 août 1980, soit 9 mois de retard sur Voyager 1. Il faut savoir que les caméras de Voyager 2 en fait, sont plus sensibles que celles de Voyager 1, et permettent notamment de détecter de nombreuses configurations dans l'atmosphère de la planète. À l'aide de son instrumentation radio, Voyager 2 va sonder les couches externes de l'atmosphère, et notamment caractériser le profil de pression et de température à diverses altitudes. 2 heures après être passé au plus près de Saturne, un problème se pose. La plateforme orientable supportant les instruments se bloque et entraîne l'annulation des mesures par l'ordinateur principal et donc la perte d'une quantité importante de données. Il faudra 3 jours pour que la situation soit définitivement rétablie après l'envoi d'instructions par les équipes au sol. La destination suivante était Uranus. Parmi les objectifs qui avaient été assignés à la mission pour Uranus, était notamment la recherche d'indices permettant d'expliquer son axe de rotation fortement incliné, qui est une particularité unique dans le système solaire. La sonde va notamment mettre en évidence la présence d'un champ magnétique d'intensité comparable à celui de la Terre et découvrir 10 nouvelles lunes en plus des 5 déjà connues.
Les 9 anneaux d'Uranus qui avaient été découverts dans les années 1970 vont également être analysés et caractérisés, montrant qu'ils sont différents de ceux de Saturne et Jupiter. L'éloignement de Neptune va diminuer encore le débit théorique permis par la liaison radio. Il faudra quelques améliorations sur les réseaux d'antennes sur Terre pour renforcer la liaison radio. Les premières observations de la planète sont faites 90 jours avant le passage au plus près de Neptune. Elles vont notamment permettre de découvrir ces anneaux, dont l'existence avait été supposée mais jamais prouvée. Ils sont constitués de particules très fines en effet qui ne permettent pas leur observation depuis la Terre. Étonnamment, un champ magnétique nettement plus faible que celui d'Uranus va être détecté et mesuré. 9 nouvelles lunes vont également être découvertes. Le survol rapproché de Neptune va avoir lieu le 25 août 1989, quand Voyager 2 va littéralement raser le pôle nord de Neptune à moins de 5000 km de distance. Les scientifiques ont été surpris parce que, malgré le faible ensoleillement que la planète reçoit, il y a une dynamique atmosphérique qui a été observée avec des manifestations comme une grande tache sombre et des nuages, ainsi que des vents dépassant les 2000 km/h. Ce qui est tout l'inverse d'Uranus, qui, elle, était très calme au moment de son survol. On va notamment déterminer la durée de rotation de Neptune à un peu plus de 16 heures, et finalement, Voyager 2 passera à moins de 40 000 km de distance de la Lune principale Triton. Très peu de cratères vont être observés, mais on va quand même découvrir une chose importante, c'est que la Lune a une activité de cryovolcanisme. C'est-à-dire qu'à sa surface, des geysers de glace puisent des matériaux dans le sous-sol pour les éjecter dans l'espace. Une très fine atmosphère va également être découverte, et surtout, la température de surface mesurée à 38 degrés Kelvin est la plus froide jamais détectée sur un corps céleste du système solaire. La mission Voyager 2 touche à sa fin. Elle franchit les limites du choc terminal du Soleil en août 2007 à 80 unités astronomiques et quitte définitivement le système solaire magnétique, qui est délimité par l'héliopause, en novembre 2018. Donc elle se dirige actuellement vers les constellations du Sagittaire et du Pan, et il est prévu que d'environ 40 000 ans, elle doit passer à 1,7 années-lumière de l'étoile Rosse 248, qui est située dans la constellation d'Andromède. Il faut savoir que Voyager 2, c'est l'une des 2 sondes spatiales les plus éloignées du Soleil et de la Terre. En effet, au 11 octobre 2017, la sonde est à 17 milliards 300 millions de kilomètres du Soleil, avec une vitesse de 15 km/s. Voyager 1, sa sœur jumelle, c'est elle qui est l'engin humain le plus lointain jamais envoyé dans l'espace. Au 11 février 2019, elle est notamment à 21 milliards 650 millions de kilomètres du Soleil et à une vitesse de 17 km/s. Merci Mathieu de nous avoir fait voyager, et vivement que d'autres engins retournent explorer ces 2 planètes, Uranus et Neptune, qui sont quand même très intéressantes. Passons donc à la deuxième partie de cette émission. Alors, quels sont les événements importants de ce mois-ci ? Tout d'abord, le 2 mars, il y a l'opposition de l'astéroïde 64 Angelina avec le Soleil à 23h17. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette opposition ? Alors, l'astéroïde est relativement petit, il a un diamètre de 50 km environ. Il est situé dans la ceinture principale d'astéroïdes, qui est entre 2 et 3 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et comment observer ? Alors l'astéroïde est relativement peu lumineux, il a une magnitude positive de 10,3. À l'œil nu, c'est complètement impossible de le détecter. Avec des jumelles non plus, il faudra au minimum une bonne lunette astronomique, voire un petit télescope. Voilà.
D'accord. Le 4 à 2h57, transit multiple sur Jupiter. Alors quelles seront les conditions d'observation pour ce jour? Alors il s'agit de 2 satellites qui vont passer devant le disque jovien. J'ai nommé Europe et Ganymède. Et l'événement va se passer lorsque la planète Jupiter sera au ras de l'horizon sud-est. Donc ça va être plutôt inintéressant parce que déjà il va falloir un horizon très dégagé, ce qui n'est pas dû à tout le monde. Et d'autre part, il faudra également que les turbulences atmosphériques soient les plus minimales possibles. Alors bon, ça va pas être facile. Le 7 mars à 1h02, conjonction entre Neptune et le Soleil. Ce sera donc inobservable. Oui, tout à fait. Neptune sera à 1 degré d'écart avec le Soleil. Donc c'est la fin de la période intéressante pour observer Neptune. Elle a une magnitude qui approche de 8 désormais et un diamètre apparent n'excédant guère les 2 secondes d'arc. Le 11 à 5h32, transit de 2 satellites sur Jupiter. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un transit? C'est le passage d'un astre devant un autre. Alors là, on parle de Jupiter. Donc il s'agit du passage en fait de ces lunes devant le disque de la planète. Et ce phénomène amène le fait que les lunes de Jupiter vont s'interposer entre le Soleil et la planète. Ce qui va faire que la lumière du Soleil va être partiellement coupée, hein, et donc l'ombre des lunes de Jupiter va être portée sur le disque de la planète. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt des transits sur Jupiter. Et donc, quelles seront les 2 lunes concernées? Alors il s'agit encore une fois d'Europe et de Ganymède. Io, quant à elle, sera cachée derrière Jupiter, donc elle sera inobservable. Et Callisto, qui sera à gauche de Jupiter, sera la seule lune visible. Quel sera l'intérêt de cette observation? Donc, Jupiter sera au-dessus de l'horizon sud, donc pour la pointer, il vaut mieux savoir où elle se situe. L'intérêt de l'observation, c'est que Ganymède va débuter son passage devant Jupiter à exactement 5h15, suivi une demi-heure après par Europe à 5h45. Et les 2 astres vont terminer leur passage devant Jupiter à 16h30 pour Ganymède et à 8h10 pour Europe. Il faut savoir en même temps que la grande tache rouge va passer au méridien central de la planète à 6h45 heure locale. Donc pratiquement vers la fin de l'événement. Mais voilà, ça va renforcer l'intérêt de l'événement, je dirais. Donc comment observer le phénomène? Une petite lunette peut suffire éventuellement si on a de bonnes conditions atmosphériques, mais il vaut mieux quand même se tourner vers des télescopes d'ouverture un peu plus grande, au moins 100 mm d'ouverture, peut-être 150 mm pour être un peu plus confortable. Pour vraiment bien distinguer les ombres. Après, les satellites eux-mêmes passant devant la planète, ça va être plus difficile parce qu'ils seront noyés dans la luminosité de Jupiter. Il va falloir se tourner vers des plus grands télescopes, leur magnitude étant de 6 pour Europe, de 5,42 pour Ganymède, et les diamètres apparents inférieurs à 1 seconde d'arc pour Europe, légèrement supérieurs à 1 seconde d'arc pour Ganymède. Donc il faudra vraiment des gros instruments pour arriver à résoudre leur disque si vous voulez tenter aussi cette observation. Ce serait bien de pouvoir prendre des photos, mais est-ce que ce sera possible? Alors l'idéal, ça serait les caméras CCD, ce qu'on appelle les webcams, qui sont beaucoup plus sensibles que les appareils photo numériques réflexes et qui permettent surtout des temps de pause beaucoup plus courts. C'est notamment idéal pour s'affranchir des turbulences atmosphériques. Alors, une fois ces photos faites, on sélectionne les meilleures images et on fait du compositage, c'est-à-dire un empilement des images par traitement numérique. Et après, il ne reste plus qu'à espérer que les photos seront assez contrastées pour distinguer les ombres et peut-être les satellites eux-mêmes. Donc pour les courageux, n'hésitez pas, parce que c'est quand même un événement assez tôt, à 5h32, mais vous ne serez sûrement pas déçus. Le 15 à 1h48, conjonction inférieure de Mercure avec le Soleil. On peut rappeler ce qu'est une conjonction inférieure? Alors en fait, là, Mercure va passer entre la Terre et le Soleil. Donc ça veut dire qu'elle va être au plus proche de nous,
Et en même temps, elle sera la plus grosse visuellement, elle aura un diamètre très gros visuellement vu depuis la Terre. Petit hic, c'est que étant donné qu'elle se situe entre nous et la Terre, elle va nous présenter son côté nuit. D'une part, donc on la verra pas, et d'autre part, vu qu'elle sera auprès du Soleil, elle sera noyée dans la luminosité solaire. Il faudra l'observer en plein jour, mais ça sera très très compliqué, c'est même impossible. Le 18 à 5h35, transit multiple sur Jupiter. Alors quelles seront là les lunes qui passeront devant Jupiter? Alors, deux ombres de satellites, des satellites Ganymède et Europe, vont passer devant la planète. Ganymède va démarrer à partir de 4h15 son passage sur Jupiter, suivi d'Europe à 5h50. Et puis les deux astres auront terminé leur passage devant le disque jovien à 6h25 pour Ganymède et à 8h11 pour Europe. Ce phénomène va également être rehaussé, encore une fois, par le passage au méridien central de la Grande Tache Rouge, qui passera à 7h32 heure locale, en plein centre de la planète. Pour le 20, nous vous rappelons que nous changeons de saison, et oui, déjà le printemps, équinoxe de printemps, à 21h58. Le 24 à 17h59, rapprochement de Mercure et Neptune. Alors, quelles seront les conditions d'observation? Eh bien, elles seront plutôt mauvaises, parce que les deux astres vont être au ras de l'horizon est le matin, à 6h45 heure locale. Mercure sera au-dessus de Neptune. Et puis, alors déjà, évidemment, on l'a compris, étant donné qu'elles sont au ras de l'horizon, fortement sujettes aux turbulences. Deuxièmement, le Soleil sera sur le point de se lever, enfin pas très loin de se lever. Donc, noyé dans la luminosité solaire, il est possible que vous ne voyiez même pas Neptune et difficilement Mercure. Et puis en plus de cela, le rapprochement est de 2,5 degrés. Donc, d'écart, donc c'est pas très important. Enfin, le 31 mars, nous passons à l'heure d'été. Donc nous vous rappelons qu'il faut avancer vos horloges d'une heure. À 2h du matin, il sera 3h. Donc cela fera 2 heures d'écart avec l'heure solaire, c'est-à-dire le temps universel. Passons maintenant avec la troisième partie de cette émission, les éphémérides des corps principaux du système solaire. Et nous commençons avec le Soleil. Alors quelle était son activité le mois dernier, au mois de février? Eh bien, quand j'ai préparé mon compte-rendu, j'étais un petit peu embêté, parce que on a eu un mois complet sans tache solaire. Du coup, je me suis intéressé à d'autres particularités de l'activité solaire, notamment les trous coronaux, les troubles géomagnétiques et l'impact du vent solaire finalement sur l'environnement terrestre. Alors on a été gâtés de ce côté-là plutôt. Une première période entre le 31 janvier et le 4 février, un large courant de vent solaire a provoqué une augmentation des aurores arctiques. Et puis entre le 9 et le 15 février, des troubles géomagnétiques mineurs provoqués par le vent solaire provenant d'un trou coronal méridional au disque solaire a notamment apporté des aurores polaires. Le 20 jusqu'au 22 février, un flux provenant d'un canyon coronal ayant traversé l'équateur du Soleil va provoquer une folle explosion d'aurore sur l'Alaska le 21 février. Alors, durant ces trois périodes, le pic de la vitesse du vent solaire a atteint 500 km/s. Il faut savoir que la vitesse moyenne du vent solaire en temps normal, c'est 300 km/s. Donc, ça a bien boosté quand même. Le 24 février, un filament magnétique solaire va s'instabiliser et éclater. Alors, l'explosion va déclencher une éjection de masse coronale, ce qu'on appelle les CME, ce qui va manquer la Terre de très peu. Aucune tempête géomagnétique n'en résultera ouf. Finalement, le 28 février, alors tout d'abord, on va voir un pic de vent solaire à 560 km/s, c'est le record du mois, provoqué par un gros trou coronal de longue durée qui se tourne vers nous et dont le flux a apporté des orages magnétiques de classe G1, classe plutôt classique.
Des aurores arctiques éclatantes devaient se produire. Alors j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas si ça a réellement eu lieu. Donc on voit qu'il y a eu quand même de l'activité sur le Soleil, mais il suffit juste de chercher un petit peu. Pour ce qui est de la Lune, le 6, elle sera nouvelle à 17h04, heure locale. Le 14, pour avoir le premier quartier à 11h26. Le 21, ce sera la pleine lune à 2h42. Et le 28, dernier quartier à 5h10. Elle sera aussi à l'apogée le 4 mars à 12h25 et au périgée le 19 mars à 20h47. Pour ce qui est des autres corps principaux, alors Mercure sera observable au crépuscule en début de mois, mais malheureusement inobservable à partir de mi-mars. Vénus, elle sera observable à l'aube au-dessus de l'horizon est-sud-est. Mars sera observable seulement en première partie de nuit. Pour ce qui est de la planète naine Cérès, elle sera observable en deuxième moitié de nuit. L'astéroïde Vesta sera malheureusement inobservable tout le mois. Quant à l'astéroïde Pallas, il sera observable toute la nuit. Et Junon, observable en première partie de nuit. Jupiter, en fin de nuit, entre le sud et le sud-est, elle sera observable. Saturne, elle sera observable en fin de nuit au-dessus de l'horizon sud-est-sud. Et Uranus observable en début de nuit entre le sud-ouest et l'ouest. Quant à Neptune, elle sera inobservable. Et pour la planète naine Pluton, ce sera pareil, inobservable. Maintenant, nous pouvons passer à la dernière partie de cette émission et découvrir ainsi l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors, comment sont sélectionnés ces objets ? Tout simplement au passage du méridien dans le ciel en plein milieu de la nuit. C'est-à-dire que les objets que l'on présente dans les éphémérides chaque mois sont observables toute la nuit pendant le mois complet des éphémérides en fait. Et donc, quels sont les objets à observer ? Alors, pour ce mois-ci, donc j'ai pris M97, qu'on appelle autrement la nébuleuse du hibou. C'est une nébuleuse que j'affectionne particulièrement. Une nébuleuse planétaire qui se situe dans la constellation de la Grande Ourse. On la repère sous la base de la casserole, près de l'étoile Mirac. Alors elle se situe à une distance d'environ 2000 années-lumière et elle a été découverte par Pierre Méchain le 16 février 1780. Elle a également été observée par William Herschel et William Parsons. Ce dernier d'ailleurs va identifier 2 petites étoiles aux alentours de la région centrale de la nébuleuse. Il va également chercher à comprendre la nature de l'objet en menant plusieurs dizaines d'observations entre 1848 et 1874 et en produisant un grand nombre de dessins. C'est de l'un d'eux d'ailleurs que va être tiré par la suite le nom de nébuleuse du hibou. Donc c'est une nébuleuse qui a une étendue de 2 années-lumière. Elle a un âge relativement récent, elle daterait d'environ 6000 ans, et elle a une masse égale à 0,15 masse solaire. Il faut savoir qu'elle a une densité 10 fois moindre que la moyenne des nébuleuses planétaires. Elle possède en son centre une petite étoile, qui est une naine blanche de 14e magnitude, donc complètement invisible avec des petits instruments astronomiques, dont la masse est d'environ 0,6 masse solaire, avec une température effective avoisinant les 123 000 degrés Celsius. Comment l'observer ? Elle a une magnitude apparente visuelle positive de pratiquement 10, donc inutile de songer l'observer à l'œil nu, elle est indétectable, avec des jumelles, c'est en limite extrême de visibilité, avec une paire 10 x 50. Donc on va plutôt se tourner vers une lunette de 60 ou 80 mm qui va permettre de la discerner. Pour voir des détails, un télescope d'ouverture 130 ou 150 mm va être nécessaire avec un grossissement moyen.
et notamment va permettre de montrer les 2 petits points sombres qui représentent les yeux du hibou. Avec un télescope encore plus gros, évidemment, les yeux seront beaucoup plus nets. Je ne pouvais pas aborder cette nébuleuse du hibou sans aborder également la M108, la galaxie de la planche de surf, qui est en fait une voisine très proche. Lorsqu'on pointe un instrument en direction de M97, notamment, on peut constater qu'avec un grossissement assez faible, 40 fois, eh bien M97 et M108, la galaxie, eh bien toutes les deux sont visibles dans le même champ. Alors M108 est beaucoup plus loin, elle est à 45 millions d'années-lumière, elle a une magnitude apparente visuelle un peu plus faible, aux alentours de 10,5 à 11, et c'est une galaxie spirale. Avec une lunette de 60 mm, elle est faiblement visible, elle apparaît allongée mais faible avec un télescope de 130. Si vous possédez un télescope de 150, l'observation sera meilleure, mais aucun détail ne se distingue guère sur le fond du ciel. Et puis avec un télescope de 200 mm, elle ressemble un petit peu à M82, vous vous souvenez, la galaxie dont on a parlé le mois dernier, mais évidemment plus faible. Et puis avec un télescope de 300 mm, eh bien quelques irrégularités sont visibles. Quand j'ai préparé donc cette sélection de l'objet du ciel profond, j'ai hésité entre M97 et le triplet du Lion, parce que lui aussi va passer au méridien en milieu de nuit ce mois-ci. Et le triplet du Lion est constitué de 3 galaxies, M65, M66 et NGC 3628, autrement appelée la galaxie du hamburger, qui sont situées évidemment, comme leur nom l'indique, dans la constellation du Lion, et qui ont une magnitude entre la magnitude positive 9 et 10. Avec un grossissement de 50 fois sur à peu près n'importe quel instrument astronomique, eh bien, on peut les voir toutes les 3 dans le même champ d'un oculaire, même un petit oculaire 50 degrés de champ apparent. Donc, c'est vraiment une observation à faire éventuellement en parallèle de M97. Voilà, ce sont des objets sûrement très intéressants, donc n'hésitez pas à essayer de les observer, vous ne serez sûrement pas déçus de les voir. Mais voilà que se termine bien cette émission, donc merci de nous avoir suivis, et nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain pour de nouveaux éphémérides, donc bonnes observations à tous et à toutes.